Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Bonjour, bonjour Virginie, bonjour Sarah, Alexandra, Colline, Claire. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je vais laisser le temps à chacun. Il est 17 h, le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Bien. Vous allez bien? Bon, on est le 21. Je ne vais pas parler de reprise parce que maintenant, on a passé le cap. Mais on sent que on repart sur les bonnes bases de la rentrée. Je pense que c'est intense pour chacun. Puis le sujet de la communication, il y a pas mal de questions qui ressurgissent, surtout en cette rentrée. Et puis avec un mode de travail qui est davantage aussi à distance. Et donc on va vous parler de la communication qu'on a nommé le coup gagnant de la communication au travers de la méthode ACE. ACE, qui est un acronyme que notre formateur Guillaume a développé. ACE, assertivité, congruence et empathie. Est-ce que tout le monde connaît FG Learning, ses découvertes pour certains? J'imagine donc, si le silence est d'or, mais ça veut dire que ça confirme peut-être que vous connaissez tous, enfin, en tout cas, ceux qui nous découvrent, on sait qui c'est quoi, FG Learning. On existe depuis maintenant 12 ans. C'est un organisme donc, de développement des compétences qui crée des dispositifs, alors qu'ils sont aussi variés, on passe du conseil, de l'audit, formation, coaching, qui sont forcément adaptés aux problématiques, quand je dis de nos clients, des directions métiers, parce que c'est très large. On est sur des domaines stratégiques qui vont des soft skills, la négociation, le management, la vente. Ça touche plein de métiers. Et du coup, notre mission vraiment principale, c'est d'investir pour ensemble une expérience learning. Et on s'est fait, notamment en parlant d'expérience learning, on s'est fait le pari de justement vous partager au travers de ces formats un peu courts, des webinaires où vous avez peut-être dû voir des vidéos qu'on fait. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous aérer, de vous partager, de vous faire découvrir des formations, des sujets que portent nos formateurs et qu'ils accompagnent notamment dans ces directions métiers. Aujourd'hui, il nous paraissait important de parler communication, c'est ce que je vous disais avec Guillaume, parce qu'il représente d'ailleurs très très bien cette soft skills. La communication, c'est quoi aussi avant tout? C'est de se connaître soi-même, de savoir s'adapter à l'autre, mais aussi à son interlocuteur, enfin, quand on dit à l'autre, à son interlocuteur. Et là, ce que je disais pour recontextualiser un peu, il y a eu quand même des changements de mode de travail. De plus en plus, on est à distance. Il y a une multitude de questions qui ressurgissent, et notamment autour de la communication. Comment communiquer? Comment on peut insuffler de la confiance? Comment on peut redonner du sens à nos équipes? Et donc, comment, en fait, l'aboutissement, c'est comment développer une communication interpersonnelle, enfin, managériale, qui est efficace et bienveillante. Et justement, Guillaume, tu vas nous en parler le temps de ce webinaire, notamment au travers de ta méthode ACE. Alors Guillaume, je l'introduis comme ça parce que je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Voilà, tu es formateur, coach, mentor, expert en management soft skills. Je détaille, là on a les différents domaines sur lesquels tu interviens. Tu es peut-être le plus à même à en parler pour que les invités puissent Alors, tout à fait, découvrir tout à fait. ton univers. On va présenter vite fait. Donc, Guillaume Doumange. Moi, je suis un pur produit du Sud-Ouest. Certains entendront d'ailleurs une petite pointe d'accent qui vient donc élevé au foie gras, au confit à l'Armagnac
ce qui vous explique la carrure. J'ai commencé dans la vie en étant videur de boîte pour payer mes études de philo, qui m'ont ensuite amené à devenir chanteur d'opéra. Vous voyez, c'est écrit, chanteur lyrique. Donc, il se trouve que ça fait 26 ans que je fais ce métier, mais il y a 21 ans, je suis devenu papa. Je me suis demandé ce que je pouvais faire d'autre. Je suis allé faire un bilan de compétences à la NPE et grand bien m'en a pris, puisqu'on m'a dit que tout ce que j'avais appris finalement par mes différents métiers pourrait servir dans l'entreprise. Alors évidemment, je me suis formé. Je suis formé en analyse transactionnelle, en programmation neurolinguistique, en intelligence émotionnelle, et puis en analyse comportementale. Et donc, ce n'est pas nouveau, puisqu'il y a bien une quinzaine d'années que j'ai développé ce principe de la méthode ACE. Alors, méthode ACE, c'est un jeu de mots pour des concepts que je n'ai pas inventés, dont je n'ai absolument pas la paternité, mais c'était vraiment pour avoir une sorte de jeu de mots sur le coût gagnant de la communication. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un ace, hein, un ace au tennis, c'est quand un des joueurs va engager, c'est-à-dire qu'il va envoyer la balle de l'autre côté de filet dans un carré très précis pour que son service soit considéré comme bon, et que l'autre de l'autre côté ne va pas toucher la balle. Alors, ne touchant pas la balle, ben, du coup, il a le point de manière immédiate. Donc, c'est bien un coup gagnant de la communication. Alors, je vais par contre vous dire quelque chose de manière immédiate. Si vous pouviez, certains, même si j'ai bien conscient qu'en termes de connexion, ce n'est pas facile, au moins me donner un peu vos visages. Je vous explique pourquoi. C'est une histoire de feedback. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours facile de montrer sa tête, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de s'apercevoir que l'on parle devant des gens. Sinon, je vous avoue que j'aurais fait une conférence call. Donc, si vous pouvez allumer un peu vos caméras, en plus avec grand plaisir, je vois des têtes que je connais. C'est toujours très, très agréable de vous voir. Merci beaucoup. Donc, ACE. ACE, c'est un acronyme pour différents concepts. Et le premier A, c'est pour un mot très à la mode dans les entreprises, qui s'appelle le mot assertivité. Alors, le mot assertivité, c'est un mot qui a été inventé par Andrew Salter. Très souvent, quand je demande aux gens c'est quoi l'assertivité, soit ils me disent que c'est s'affirmer avec force, soit ils vont me dire ah ouais, non mais c'est être souple dans sa communication. Eh bien en vérité, ils ont tous raison et en même temps tous tort. Il faut vraiment se rappeler de cette définition d'Andrew Salter qui est que l'assertivité, c'est l'affirmation de soi dans le respect de l'affirmation de l'autre. C'est comme ça qu'il le définit, assertiveness. Et donc, on a une phrase qui a été attribuée à Voltaire qui définit bien finalement ce qu'est l'assertivité. C'est cette phrase qui dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer vos idées. » Pourquoi elle est symbolique de l'assertivité? Parce que dire « je ne suis pas d'accord », c'est s'affirmer. Dire « je me battrai jusqu'à la mort », c'est s'affirmer aussi, beaucoup. Pour que vous puissiez exprimer vos idées, on est bien dans ce cas-là dans l'affirmation de l'autre. Donc l'assertivité, c'est cette capacité à dire « je pense »,« je crois »,« je veux »,« je ressens », notre capacité à dire oui, notre capacité à dire non. Non, tu n'as pas la peine, c'est bon, Elodie, plus bouger, ça sera après. Mais c'est aussi cette capacité à permettre à l'autre de dire « je pense, je crois, je veux, je ressens », dans une parfaite égalité. Alors, souvent, on me dit « oh, ça a l'air un peu complexe ton truc ». Ça n'est pas tant que ça. Si je me présente devant vous et que je vous dis de l'eau, a priori, vous savez ce que je veux. Mon objectif a été clairement rempli. Malheureusement, quand je parle comme ça aux gens, je vous assure, ou heureusement, souvent je n'obtiens pas de l'eau, ou alors avec un grand élan. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas pris en compte. Je vous l'ai dit, l'affirmation de soi dans le respect de l'affirmation de l'autre. Alors comment ça va se traduire? Ça va se traduire dans l'idée que même si je veux de l'eau, c'est d'accepter que l'autre peut me dire non. Donc, à minima, c'est de lui poser une question. Et puis, nous sommes en France, les normes sociales sont importantes. Donc, utilisons la politesse. Et c'est utiliser plutôt une formulation qui dira « Pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» À ce moment-là, je vous assure que mes chances d'obtenir de l'eau, je n'ai pas changé mon objectif, ont été multipliées. Pourquoi? Parce que je me suis affirmé dans mon objectif, je veux de l'eau, mais que j'ai laissé la possibilité à l'autre de s'exprimer également. Alors, c'est aussi une manière de se présenter en général. Trop souvent,
nous partons sur notre idée, sur notre sujet, notre vision du monde. Et c'est là où je reviens en arrière, Élodie, sur la toute première chose, c'est-à-dire sur ce qu'est la communication, et donc le schéma de l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto, c'est simple, c'est un homme, surtout, qui au début a l'idée de regrouper plusieurs experts en communication, psychologues, spécialistes de la sémantique, philologues, philosophes, sociologues, et de faire le bilan déjà sur les différents outils de communication qu'ils ont à leur service. Ça va de la gestalt à l'analyse freudienne, en passant par la thérapie comportementale de Salter, mais aussi, comme je vous l'ai dit, la sémantique, etc. Et ils vont se poser la question, la communication, c'est quoi? Et donc, on appelle ça le schéma de la communication de Palo Alto. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour qu'il y ait communication, il faut toujours un émetteur du message. Or, cet émetteur, tout ce qui va le définir, je dis bien tout, autant son physique que ses origines socio-ethniques, ses croyances, ses valeurs, les langues qu'il parle, ses expériences, c'est ça qui va constituer son cadre de référence. Et ce cadre de référence, c'est la matière avec laquelle il va pouvoir créer des messages. On utilise le terme d'encodage. C'est aussi sa plus grande limite. Personnellement, je ne parle pas chinois, donc j'aurais du mal à encoder des messages en chinois. C'est pas plus dur que ça. Et puis, son message va à la rencontre d'un récepteur. A priori, là, c'est moi qui suis l'émetteur et vous avez tous vos micros coupés, donc a priori, vous êtes les récepteurs. Et ce qui va définir le récepteur, au même titre que l'émetteur, c'est un cadre de référence. Alors là, j'aime bien parce qu'il est dans deux couleurs différentes. Pourquoi? Parce que c'est jamais le même. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes expériences, nous ne parlons pas forcément les mêmes langues. Donc, pour que la communication soit possible, il nous faut un cadre de référence commun. C'est la quête finalement de toute personne qui veut améliorer sa communication. Or, pas de cadre de référence commun sans assertivité, affirmation de soi dans le respect de l'affirmation de l'autre. Donc, c'est finalement la quête de tout communicant, ce cadre de référence commun. D'ailleurs, communiquer, c'est bien créé avec la racine commun et à la fin, ce terme niquer, qui veut dire en grec vaincre. Vous connaissez peut-être la marque de sport Nike? C'est ça, le terme. D'ailleurs, communiquer, donc, un rapport avec convaincre, pas persuader, puisqu'on verra qu'il y a une bonne prise en compte de l'autre. Bon, ce que l'école de Palo Alto nous apprend aussi, c'est que notre récepteur, qu'il ait compris ou pas, et c'est pour ça que j'aime bien vous voir, il ne peut pas s'empêcher, lorsqu'il reçoit un message, qu'il l'ait compris ou pas, d'encoder un message en retour. Souvent, ce message, il n'est pas forcément conscient. Il suffit d'un petit hochement de tête ou d'un petit clignement d'yeux qu'on appelle un signe d'assentiment, pour que au moins votre émetteur vérifie si son message a touché sa cible et s'il a été compris. Feedback, je rappelle que ça veut dire nourriture en retour, et que nous avons ce devoir de nous en nourrir pour vérifier si on a été compris. Oh, je vois des sourires, ça me fait tellement plaisir, ça. Ça, c'est un super feedback. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, et ça, c'est très important dans la communication. Donc, vraiment comprendre que l'enjeu, finalement, de toute la méthode ACE, ça va être d'aller à la recherche de ce cadre de référence commun, de s'affirmer soi-même, mais dans cette écoute de l'autre. Alors, ce n'est pas une chose facile. Alors, c'est là où je vais me baser sur la tripartition du cerveau de MacLean. Bon, bien sûr, notre cerveau n'est pas fait en 3 morceaux. Qu'on se le dise, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça et on parlera d'ailleurs plutôt de système aujourd'hui. Mais on va voir que être assertif n'est pas la chose la plus facile. Pourquoi? Parce que déjà, à la base de notre tronc cérébral, ce qu'on appelle le système reptilien, lui, il va peu prendre en vérité l'affirmation d'autrui. Ce tronc cérébral, il cherche quoi? Il cherche à faire en sorte que vous continuiez à fabriquer des cellules. Oui, vivre, c'est fabriquer des cellules. Vieillir, c'est en fabriquer de moins en moins. Et mourir, c'est arrêter d'en fabriquer. Et lui, ce tronc cérébral, il va tout faire pour que vous continuiez à fabriquer des cellules. C'est pour ça qu'il a la main sur votre respiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'espère pour vous que vous n'avez pas besoin de penser pour inspirer et expirer. Normalement, c'est automatique. C'est géré par votre tronc cérébral.
Au même titre, il va gérer vos battements cardiaques en grande partie, pas 100%. Le muscle cardiaque étant l'un des rares muscles qui est capacité à contraction autonome. Et puis, il va gérer vos nerfs et les afflux sanguins. Rien que ça. Et ça, de manière totalement inconsciente pour nous. Et oui, quand vous dormez, votre cœur continue à battre, heureusement pour vous, quand vous continuez à respirer. Et c'est pour les mêmes raisons que si je fais exploser un ballon dans votre dos, il y a de fortes chances pour que vous sursautiez. Et oui, votre tronc cérébral en capte le son, et on n'est même pas encore sur le domaine émotionnel, c'est juste au cas où je vais durcir tous les muscles, contraction musculaire égale sursaut. Au même titre, si vous perdez l'équilibre dans l'escalier, même si vous rattrapez à la rampe, il y a de fortes chances que vous ayez quelques contractures en rentrant chez vous le soir. Eh bien oui, tout ça se fait malgré vous. Et on voit bien qu'au niveau de ce système reptilien, il n'y a finalement pas de prise en compte d'autrui. C'est moi, moi, moi et moi. Affirmation de notre propre système. On appelle ça un système réactif. 3 réactions principales, l'attaque, la fuite ou le principe manipulatoire qu'on appelle aussi la sidération qui amène à l'immobilisme. Pourquoi manipulatoire? Parce que chez les reptiles, c'est la manière dont la couleuvre fait semblant de dormir ou d'être morte pour capturer des rongeurs. Alors, c'est un système qui est très bien pour capturer les raies et les rongeurs, mais voyez-vous, quand il s'agit d'une voiture qui arrive sur elle, elle a exactement le même réflexe. Elle fait semblant d'être morte ou de dormir, ce qu'on appelle la sidération. D'un point de vue stratégique, ce n'est pas très efficace. Bon, ceci dit, on connaît des êtres humains qui font la même chose. Ils traversent le passage clouté, une voiture arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'immobilisent. Mauvaise stratégie. Bon, mais ils n'ont pas le choix. C'est leur système reptilien qui détermine cela pour eux. Alors on verra que malheureusement, ce système prend très souvent la main sur nous et nous empêche du coup d'être assertifs. Bon, nous avons évolué, nous partageons avec la plupart des mammifères l'hypophyse, l'hypothalamus, siège des émotions, qu'on appelle le système limbique. Là, on va tout traduire en émotions, avec 4 grandes familles émotionnelles. On le verra tout à l'heure, d'ailleurs, une croix de différentes émotions. Mais là, on va voir les 4 principales, peur, colère, tristesse et joie. N'en déplaise à Pixar, ce sont les 4 masques grecs. Émotion indispensable, là encore, pour notre survie. Pourquoi? Parce que la peur, si on n'avait pas peur, on serait mort depuis longtemps. La colère va nous générer ce qu'on appelle le changement. La tristesse permet la compassion et donc la relation à l'autre. Et la joie, bon, petit besoin de faire la promotion de la joie, c'est ce qui va nous permettre de partager des moments, etc. Donc, on a besoin de toutes les émotions, mais on ne les choisit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne détermine pas quelles émotions nous allons vivre. On les vit, point. Il y a peu de prise en compte finalement de l'autre. Si j'ai peur, j'ai peur. L'autre, j'ai peur. Donc, il aura beau me dire, n'aie pas peur. Ouais, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai peur. Donc, on va se rendre compte que là aussi, peu d'assertivité, grosse affirmation de soi-même. Et en plus, on sait que ce fameux tronc cérébral, ce système reptilien et ce système limbique fonctionnent souvent de pair. Et imaginez que vous soyez en mode attaque avec une émotion colère, ou que je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce genre d'énergumène, vous verrez que la prise en compte d'autrui est très très faible quand quelqu'un est dans cette position-là. Au même titre, si vous êtes en état de fuite avec une émotion peur, ça ne va pas faciliter la communication. J'en connais plein, moi je travaille aussi sur la prise de parole en public, qui justement se retrouvent dans ce moment qu'on appelle un moment de stress, c'est-à-dire que tout leur corps s'est très très bien préparé à partir en courant, et eux, ils viennent prendre la parole. C'est ce qu'on appelle un état de stress. Bon, au même titre, je connais certaines personnes qui, lorsqu'ils sont en face de leurs clients, sont en mode colère et attaque, et je vous assure qu'ils sont très très bien préparés corporellement à se battre. Et non, il faut qu'ils restent calmes et détendus parce que c'est un client. Et voilà. Donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est très très difficile d'être assertif. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes de magnifiques êtres humains et vers l'âge de 6, alors ça dépend, 6-8 ans, on finalise le développement de ce qu'on appelle les lobes préfrontaux ou dit matière grise et matière blanche, c'est-à-dire le néocortex. Et cela comment? En prenant en compte autrui. Il a été démontré, entre autres par un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik,
que c'est par acquisition de normes relationnelles, comme le langage, que nous développons nos lobes préfrontaux, ce qu'on appelle le phénomène réflexif. Être capable de se dire « j'existe », pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'il y a d'autres à l'extérieur qui ne sont pas moi. Et c'est ce phénomène d'aller et retour qui fait de moi à l'autre et de l'autre à moi qu'on appelle la réflexion. C'est pour ça qu'on dit qu'un miroir réfléchit une image. Il ne faut pas confondre réfléchir et penser. Réfléchir, finalement, c'est être assertif. C'est être capable d'affirmer son jeu par respect de l'affirmation d'autrui et du jeu de l'autre. Alors, on le voit, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'acte dit d'assertivité est un acte de volonté qui accepte de prendre le temps de cela. Alors que quand on est dans les domaines émotionnels, on sera dans le domaine de l'instantanéité, donc dans le domaine du désir. Et au niveau du reptilien, on sera dans le domaine du besoin, manger, boire, dormir ou procréer. Donc, comprendre que ça demande l'assertivité de toujours aller jusque-là. Et donc, c'est là où on peut passer sur l'image suivante, s'il te plaît. On peut dire que s'affirmer a un rapport avec affirmer son objectif et se mettre en relation avec l'autre. Or, on peut être dans les deux domaines ferme ou souple. Et si quelqu'un est ferme sur son objectif, mais est ferme dans la relation, c'est-à-dire pas très ouvert, on aura tendance à dire que cette personne est dure, qu'elle attaque. On appelle ça quelqu'un d'autoritaire ou un tyran. Bon, même avec des mots parfois moins polis, hein, on va pas se mentir. Et c'est là où il faut surtout pas se tromper. Être assertif, ce n'est pas affirmer avec force son avis. Puisque là, oui, on est ferme sur son objectif, mais on est aussi trop ferme sur la relation. Alors bien sûr, je suis sûr que vous connaissez tous des gens qui vous diront « Ouais, mais attends, ça dépend quoi et ça dépend qui ?» Si c'est le patron, voilà. Et alors, ceux-là, on les appelle plutôt des joueurs. Ils ont tendance à utiliser la manipulation. Et puis enfin, il y a les gens très très souples, que ce soit par rapport à l'objectif ou la relation. Généralement, on s'entend bien avec eux, mais en termes d'objectif, on n'est pas certain qu'ils en aient un. Et du coup, ils ont tendance à être des conciliants, c'est-à-dire à fuir surtout tous les conflits. C'est ces gens qui ne savent pas dire non. Bref, l'assertivité n'est pas dans la diagonale. Elle se trouve bien en haut à gauche, complètement en haut à gauche, c'est-à-dire en étant ferme sur son objectif et souple dans la relation à l'autre. Pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Je ne lâche pas mon objectif d'avoir de l'eau, mais je prends en compte autrui. Au royaume des bisounours, on se dirait, ouais, super, ok, c'est pas très compliqué donc d'être assertif. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a pu analyser en neurosciences et même en sciences cognitives un biais cognitif qui fait que les gens ont très souvent tendance, lorsqu'ils communiquent, à oublier leur objectif et oublier la relation à l'autre. Pendant mes stages, je fais souvent faire cet exercice en leur montrant qu'ils vont rester focalisés sur leur sujet. Trop souvent, on se focalise sur ce dont on parle, en oubliant pourquoi on en parle et à qui on en parle. Créer du message pour l'autre. Alors encore, comme l'a très bien dit Élodie, c'est pas s'adapter soi-même, c'est adapter son message à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on va le prendre en compte, l'écouter. Alors c'est pas forcément une chose facile, on verra que pour ça, il va falloir se mettre encore avec d'autres concepts qui sont à l'intérieur du ACE. Donc puis-je avoir la slide d'après, s'il te plaît, Élodie? Donc, ça, c'était l'assertivité. Pour compléter cela, on va utiliser ce qu'on appelle le phénomène de congruence. Alors, la congruence, souvent, quand je pose la question, les gens ne voient pas trop de quoi on parle. Donc, je leur demande, connaissez-vous des mots de même famille? Et toujours le même mot qui ressort, c'est le mot incongru. Oui, quelque chose d'incongru, c'est quelque chose d'inadapté. Donc, quelque chose de congru, c'est quelque chose d'adapté. On parle de congruence, par exemple, en mathématiques, avec les ensembles congruents. Et je vais y revenir. Mais partons d'abord de ce qu'on appelle le degré de sympathie de Mehrabian. Albert Mehrabian, c'est un psychologue qui s'est posé la question, quand on prend la parole face à des gens, quand on communique avec eux, qu'est-ce qui va les marquer le plus durablement? Et il obtient
ce joli disque. Alors, quoique les chiffres qui apparaissent ici ne sont pas les chiffres de Mehrabian, ceux-là sont ceux de l'école de Palo Alto, car le processus d'Albert Mehrabian a été fortement critiqué. Et pour cause, il utilisait des enregistreurs, des images, et l'école de Palo Alto de 1983 à 1993 a refait l'expérience de Mehrabian, mais cette fois-ci en faisant un panel. Elle a réuni une centaine de personnes de 18 à 65 ans, autant d'hommes que de femmes, à peu près toutes les couches sociales de la société américaine représentées, paraît-il plusieurs sexualités exprimées, et ils ont fait prendre devant ce panel la parole à un homme et à une femme. Prise de parole filmée, et à la fin de cette prise de parole, ils ont demandé aux gens, OK, qu'est-ce que vous avez retenu de cette prise de parole? Le même questionnaire a été envoyé un mois après, puis une fois par an pendant 10 ans. Et les chiffres que vous voyez ici sont ceux de l'école de Palo Alto. C'est-à-dire que ce qui a marqué le plus durablement les gens, c'est le langage du corps, ce qu'on appelle le non-verbal, de l'image. Ensuite, ce qui les a marqués, c'est le ton de la voix, le rythme, les gestes. S'il y avait un tic, par exemple, c'est tout ce qui sera d'ordre en vérité émotionnel, ce qu'on appelle le paraverbal. Et en dernier lieu, les mots prononcés, le verbal. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, puisque si je vous faisais cette présentation en polonais, peut-être que vous me suivriez moins bien. Mais on va voir que, bien sûr, si on veut que notre message touche notre cible, il va falloir qu'on fasse en sorte que ce soit l'intégralité de notre communication qui aille dans le même sens. Alors là encore, hein, de manière générale, les gens sont au courant. Quand ils ont un grand rendez-vous à faire dans l'entreprise avec le client le plus important ou rencontrer le big boss, souvent ils me disent, hein, la veille, ils pensent à comment ils vont s'habiller. Ils ont bien conscience de l'impact du non-verbal. Au même titre, ils sont au courant qu'ils vont mieux sourire quand on dit bonjour. Quoique, j'ai encore pas mal de gens qui, quand ils me serrent la main, j'ai l'impression qu'ils me disent au revoir. Et je vous demande de faire l'expérience toute simple. Hein. Essayez, faites-le en sécurité, de commencer une présentation en disant que votre entreprise est dynamique et réactive. Si vous le dites comme ça, je vous assure que les gens ne vous suivront pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendront toujours, justement, que, quitte à être dynamique et réactif, vous ayez les mots, mais aussi tout le langage du corps et tout le ton de la voix qui accompagne ces termes. Souvent, pour caricaturer, je dis aux gens, rentrez chez vous ce soir et dites à votre conjoint, je t'aime. Je vous assure qu'ils vont vous poser des questions en vous disant, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas bien? Il y a un truc qui va pas. Et pour cause, parce que, certes, il y a les mots, mais il manquera tout le langage du corps et le ton de la voix et son rythme. Donc, comprendre que ce principe de congruence, il est essentiel en communication. Sans ça, vous allez rater votre cible. Alors, quand je vois dans les prises de parole en public des gens qui projettent des tableaux, on en parle, franchement. Je vois ça tous les jours. Je reviens d'animer une formation où j'ai des gars qui projettent des tableaux. À quel moment va-t-on se dire qu'on ne peut pas lire un tableau lorsqu'il est projeté? Que c'est un manque de congruence. Parce que en une heure, si vous arrivez à vraiment analyser 3, 4 chiffres, c'est un grand maximum. C'est ces 3, 4 chiffres qui devraient apparaître sur votre PowerPoint et pas autre chose. C'est ça, être congruent et faire en sorte justement de faire de l'ancrage quand on veut communiquer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le degré de sympathie de Mehrabian. Alors maintenant, je vais revenir sur ce phénomène de congruence. Étape d'après. Tadam! Ouais. C'est-à-dire ce qu'on appelle la congruence selon Carl Hamson Rogers. C'est-à-dire trouver cet équilibre entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Et donc, que ce soit de manière émotionnelle, que ce soit corporelle, de sentir un investissement derrière chacun des mots que vous prononcez. On parle d'ailleurs d'investissement émotionnel. D'accord, hein? En sciences cognitives, on parle même de vecteur émotionnel. On considère qu'un message, s'il n'est pas porté par une émotion, ne touchera jamais sa cible. Donc, considérez que sur une flèche, les mots, c'est que la pointe.
Et il vous faut un corps qui s'appelle l'émotion, qui va pouvoir l'apporter. Et effectivement, faire en sorte que tout ça, ça aille ensemble. Voilà ce que je pourrais vous dire sur la congruence. Donc, pensez que la congruence va s'exprimer dans le non-verbal aussi dans la fabrication de vos supports. C'est clair pour tout le monde? Donc, assertivité, affirmation de soi dans le respect de l'affirmation de l'autre, congruence, et notre dernier E, avec un mot que vous connaissez pour le coup tous, l'empathie ou assertivité émotionnelle, à ne pas confondre avec la sympathie. Trop souvent, alors, tant mieux pour moi, parce que ça me donne de l'eau à mon moulin, quand je demande c'est quoi l'empathie, on me dit c'est se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire avoir peur avec autrui, se mettre en colère avec autrui, se mettre à la place d'eux. Alors dans ce cas-là, ils reprennent, ils me disent c'est partager l'émotion. Alors je vais dire de mieux en mieux. C'est-à-dire que j'ai un gars dépressif dans le bureau, je déprime. Non, l'empathie n'est pas un partage émotionnel. C'est pour ça qu'on parle d'assertivité émotionnelle. Vous avez votre émotion, affirmez-la. L'autre a le droit d'affirmer la sienne. Non, l'empathie, ça va être quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. La racine, d'ailleurs, SY, que l'on retrouve dans sympathie, nous montre que justement, le sympathique partage l'émotion et souvent, du coup, se fait avoir par l'émotion d'autrui. S'il a quelqu'un en colère face à lui, il se met en colère. S'il a quelqu'un de triste, il est triste. Vous savez, quand on râle dans l'ascenseur en ce moment et qu'on discute avec les gens et qu'on dit « Oh, il y en a marre du Covid, franchement », et que oui, ben, tout le monde le partage, on est très sympathique parce qu'on râle ensemble. Mais ce n'est pas d'une efficacité redoutable. Imaginez un homme qui est au bord de sa fenêtre en disant « Oh, j'en ai marre, ma vie, elle est pourrie ». Et que vous lui dites « Ouais, t'as raison ». Vous allez vite vous apercevoir que ce n'était pas une communication, quoique, à moins que vous vouliez qu'il saute, hein, mais sinon, ce n'est pas une communication très efficace. Non, l'empathie, c'est se mettre en état de reconnaître l'émotion d'autrui et de s'y adapter. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire avec les 4 émotions? Ben, avec la peur, eh ben, on va surtout chercher à rassurer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va partir donc des 4 émotions principales, donc peur, tristesse, colère et joie. Et après, on va voir toutes les nuances qu'on peut développer à partir de là. Avec parfois de très beaux enfants. Il faut savoir que, évidemment, colère et tristesse feront facilement de la frustration. Vous voyez, donc, il faut savoir après tout nuancer. Mais donc, quelqu'un qui a peur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le rassure, tout simplement. C'est ça, être empathique. C'est être rassurant pour les gens qui auraient peur. Quelqu'un qui est en colère, surtout pas le calmer. Ça ne marche pas. Quiconque a essayé a pu s'en apercevoir. Non, la colère, il faut la penser comme un remplissage. Quelqu'un en colère a besoin de se vider. On appelle ça de la purge émotionnelle. Quiconque a été manager est au courant. Vous avez quelqu'un qui se met en colère, faites-le rentrer dans le bureau et il faut lui dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y. Et là, il faut le vider. Tant que la personne n'aura pas craché sa colère, on parle de purge, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. On apprend ça aussi dans tout ce qui est service après-vente. Et oui, quelqu'un qui n'est pas content, il arrive, de toute façon, de base, il n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait exprimer son mécontentement. Plus son mécontentement sera exprimé, plus derrière, on pourra se positionner en disant « Ok, moi, je suis là pour trouver des solutions et t'aider ». Donc, face à la colère, on fera de la purge émotionnelle. On l'appellera à se vider. Finalement, avec les gens tristes, on sera à peu près sur ce même principe, si ce n'est que la tristesse est une affaire de déséquilibre. Déséquilibre entre quoi? Entre le principe de désir et le principe de réalité. On est triste quand on voulait que ce soit comme ça et que la réalité nous met une énorme gifle en disant « Eh ben non, c'est pas comme ça ». C'est ça la tristesse. C'est donc cet effet de déséquilibre. Et donc pour rééquilibrer, on va utiliser le réconfort. Conforter quelque chose, c'est le tenir droit. Et le réconfort, ça se fait comment? Certes, en faisant aussi parler la personne, mais surtout en lui montrant que l'on est là. C'est de l'écoute active, de l'intérêt réel pour la personne. Et enfin, on se retrouve avec l'émotion joie. Alors souvent, quand je pose la question aux gens, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion joie? Et les gens me disent, ben, on la partage.
Attention quand même. Moi, si j'ai un collaborateur qui me dit « Ouais, ce soir, champagne, j'ai 9 chances sur 10 d'aller au bout de ce projet », mon premier réflexe, c'est pas de tuer sa joie, c'est de dire « Ouais, super, je te propose qu'on boive le champagne quand tu auras fini le projet. » Pourquoi? Parce que l'émotion joie, naturellement, a tendance à se déconnecter du réel. On le sait tous, il y a presque des gens trop enthousiasme, le trop peut exister. Ces gens qui vous disent toujours ah super, ah non mais c'est top, ah ouais c'est. Oui, il faut savoir raison garder, revenons dans un cadre. Et donc, finalement, être empathique, c'est se dire j'ai en face de moi des gens qui connaissent obligatoirement l'une ou l'autre de ces émotions. Et je dois satisfaire de manière empathique leurs besoins, en étant rassurant, en les écoutant, en les amenant à s'exprimer, et puis en montrant que je suis là. Par contre, en étant toujours dans un cadre très très bien défini. Donc on se retrouve avec l'assertivité, la congruence et l'empathie. Un choix de posture, quelque chose qui doit se poser en amont, où on doit se dire, OK, là-dessus, alors oui, c'était pas mal, tu peux la remontrer, parce que l'apathie est rare, heureusement. L'apathie est rare. Il y a beaucoup plus de gens sympathiques qu'on ne le croit et finalement peu empathiques. L'idée générale, ça va être de se dire, OK, quel est mon sujet? Quel est l'objectif maintenant? C'est-à-dire, pourquoi je parle? En sachant que, évidemment, nos objectifs sont divers. Il y a parfois des objectifs inavouables. Il est très rare qu'on se présente en disant « Bon, écoutez, vous ne savez pas, je vais faire un webinaire, c'est pour vendre des formations. » Non, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. On va pouvoir plutôt présenter un objectif avouable en disant « Moi, ce que j'aimerais, c'est partager un outil pour améliorer vos communications. » Ça, c'est beaucoup plus simple. Au même titre que dans beaucoup d'entreprises, les gens feront une prise de parole en public parce qu'ils espèrent avoir une augmentation à la fin du mois. Donc, et ça, bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut le partager, mais en tout cas, toujours trouver un objectif qui va permettre aux gens de pouvoir se dire, OK, ça, on en parle, c'est le sujet, mais pourquoi on en parle? En quoi ça va être efficace? Très important. Pourquoi? Parce que ça va avoir tendance à rassurer les gens qui, justement, seront OK, mais pourquoi je suis là? Derrière, évidemment, il faudra satisfaire aussi tous les gens qui seront dans comment vous dire, ce besoin de comprendre comment ça va être structuré, ce truc. Et là, montrer qu'on a de la structure et rassurer les gens sur des comment, rassurer les gens sur les qui, rassurer les gens sur les pourquoi. Bref, se mettre dans cette idée que je ne lâche rien de mon objectif, mais je prends toujours en compte mon public dans son niveau, dans sa compréhension des choses, et j'essaie d'encoder dans un cadre de référence commun. Donc, l'assertivité, grâce à elle, nous aurons un cadre de référence commun possible. La congruence, c'est ce qui fait que vous avez une légitimité à parler, voire même que l'on pourra vous faire confiance. Et enfin, l'empathie, cette capacité à prendre en compte les états émotionnels de votre auditoire. Donc oui, j'appelle ça un coup gagnant de communication. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, mais si déjà, dans les entreprises, que ce soit les managers, les commerciaux ou les gens qui prennent la parole en public, si chacun s'attelait avant de prendre la parole, à se dire comment je fais pour être assertif, pour être congruent et pour être empathique, je vous assure que nous nous en porterions tous mieux. Je suis maintenant ouvert à vos questions. Mazette, aucune question? Sérieux? Moi, j'ai une question, Alexandra. Je me lance. Ah, Super. merci. Merci. Alors, la question que moi, je pourrais me poser, c'est par rapport aux dirigeants d'entreprise. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les dirigeants qui sont habitués à une méthode de communication, à avoir leur propre style depuis des années, depuis 15, 20, voire plus encore en termes d'années, comment est-ce qu'on peut réussir à changer finalement via cette méthode ACE leur comportement? Parce que c'est très bien de leur expliquer un petit peu la méthode,
Je pense Alors, qu'elle est très claire et qu'ils ont la capacité de l'entendre et de la comprendre, mais la mettre en application concrètement face à des dirigeants qui doivent aussi avoir cette posture et en plus de ça, de devoir influencer, de devoir driver, motiver et tout ce qu'il en est. j'ai bien envie de vous dire que difficile de motiver, voire d'influencer si vous ne prenez pas en compte autrui. Mon idée n'est surtout pas de changer leur comportement, encore moins de changer leur style. Vous êtes l'élément différenciant de la communication. Ne changez jamais. Ce n'est pas le propos de changer soi, ni même de changer son comportement. Par contre, c'est adapter son message pour l'autre. Pour ça, c'est se dire qu'en face de moi, j'ai des gens qui connaissent les 4 émotions. En face de moi, j'ai des gens qui sont tous différents. Donc, se poser la question, surtout quand on a un très haut domaine d'expertise, de comment vulgariser. Vulgus, ça veut dire commun. Communiquer, ça veut dire créer du cadre de référence commun. Donc, plus vous serez expert, qui veut dire pas commun en plus ce sera compliqué. Et donc, expliquer ça de manière rationnelle à des dirigeants, c'est pas très compliqué. C'est leur dire, reste évidemment dans ton style, reste dans ton comportement. Par contre, attention, à qui tu t'adresses? Pour qui tu t'adresses? Quel est ton objectif? Tu vises quel public? Est-ce que tu as décidé de ne t'adresser qu'à ceux qui te ressemblent? Puisque la base de la communication, c'est toujours de se dire, nous avons tendance à communiquer avec autrui comme nous aimerions que l'on communique avec nous-mêmes. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas quand même le plus efficace. Le mieux, c'est de communiquer avec autrui comme il a besoin qu'on communique avec lui. Et comprendre qu'à chaque fois que nous ne sommes pas compris, c'est de notre faute. Quand j'étais professeur de philosophie, à l'époque déjà, ça me posait des problèmes. Quand j'avais des professeurs qui me disaient cette classe, ils sont nuls, ils comprennent rien. Mon idée était que quand même un professeur, son boulot, est surtout de faire en sorte que les gens comprennent. Et oui, même si l'on parle à des imbéciles, eh bien, il faut apprendre à parler l'imbécile. Sinon, il faut se taire. Ça ne sert à rien. C'est comme parler devant le désert. Ou parler chinois à un gars qui ne le comprend pas. Ça revient exactement au même. Et ça, un dirigeant, un grand manager peut très très bien le comprendre. D'ailleurs, quand je fais du coaching de dirigeants, c'est souvent ça que je vais essayer de mettre en place. Leur montrer que il manque souvent, pour ceux qui me demandent justement ce travail-là, l'écoute de leur public et l'analyse de leur public. L'analyse de ce cadre de référence commun, qui est en vérité le premier outil qui est à la base de tout. Sans cadre de référence commun, pas de communication. Sans assertivité, pas de création de cadre de référence commun. Donc, vous voyez, sans congruence, on ne comprendra pas ce que tu dis. Et j'ai vu tellement de dirigeants qui sont capables de dire aux gens qu'ils ont devant eux, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comme ça. Hein. Et je vois dans l'assistance des gens qui les épaules qui bougent parce qu'ils sont en train de rire en se disant, eh bien, cache ta joie. Parce qu'il y a un manque de congruence. Ou ces gens qui sont capables d'annoncer dans leur entreprise qu'ils vont faire de grands changements sans se rendre compte que c'est le mot suprême qui génère de la peur. Donc, encore une fois, c'est toujours... Alors, qui me demande des conseils? J'ai pas pu tout lire. Je ne peux pas à la fois tout faire, parler, lire. J'ai pas vu le message. Est-ce qu'on peut me le faire réapparaître? C'est Séverine, la question de Séverine, quel conseil pour améliorer son assertivité dans le cadre de la communication? Alors, le conseil, c'est toujours se dire à qui je parle. À qui je parle. Et surtout aussi pourquoi je leur parle. C'est-à-dire pour faciliter justement cette mise en relation avec l'autre, tout en étant focalisé sur son objectif. Beaucoup trop de fois, on a son sujet. On est beaucoup moins au clair sur le pourquoi on en parle. Et ensuite se dire évidemment à qui? Quel est leur niveau de connaissance? Qui sont-ils? Ont-ils le niveau d'expertise vraiment que je recherche? De manière générale, il faut vraiment se dire que
Il y a trop de termes dans l'entreprise que l'on utilise sans en connaître les définitions. Trop souvent, assertif, on pense que c'est s'affirmer soi. Point. Non. Dans le respect de l'affirmation de l'autre. Sinon, on est dans un déficit d'assertivité. Et dans l'entreprise, quand les gens ne comprennent pas, malheureusement, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est... Je le sais, j'ai animé suffisamment de comités de direction. Parce que nous souffrons tous, surtout en France, d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'ignorant. Et oui, on nous a appris que si on dit « je ne sais pas », c'est pas bien. On a presque été élevé comme ça en éducation nationale. On part de 20 points et à chaque fausse réponse, on descend. Alors, il y a bien maintenant d'autres pédagogies qui tentent à se donner des points à chaque fois qu'il y a une bonne réponse. Donc, c'est déplafonné. 30 bonnes réponses, 30 points. Et évidemment, ça va motiver d'autres manières de fonctionner. Et d'après l'INSEE, encore, dans les entreprises, la phrase la moins prononcée, c'est « je ne sais pas ». C'est bien dommage. Donc, améliorer son assertivité, c'est obligatoirement se dire « ok, je vais partir dans l'idée que les gens ne savent pas forcément » et au moins leur poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est la définition de ce mot? Parce que c'est de ça dont je vais parler là. J'ai utilisé ce terme. Plutôt que de se dire « oh, ouais, c'est bon, on est entre experts, tout le monde est au courant ». Ouais, ça fait vraiment... C'est toujours très intéressant, en tout cas, ça ne me fait même pas rire, parce que c'est intéressant dans les entreprises, quand par exemple, en ce moment, là, ça m'est arrivé encore cet après-midi, on m'a parlé de méthode agile. J'aime beaucoup ça. Surtout que je me suis penché sur ce qu'était l'agility, qui est une marque déposée. Hein. Et donc, j'ai demandé aux gens, c'est quoi pour vous la méthode agile? Et c'est marrant parce que j'avais deux personnes qui avaient deux définitions totalement différentes, qui évidemment ne respectent pas la définition elle-même qui a été faite à l'origine. Donc, c'est ça le monde de l'entreprise, c'est un peu chacun ses définitions, et c'est pour ça se remettre au clair sur un cadre de référence commun. Après, moi, ça ne me dérange pas que les gens aient leur propre définition, mais au moins qu'ils se mettent d'accord, qu'ils n'aient pas peur de s'affirmer et de dire, voilà moi, comment j'entends ce mot, quel est le sens que moi je lui donne. Ben, ça va permettre aux gens de se dire, ah, mais tiens, moi je ne mettais pas ça derrière, mais au moins c'est plus clair. Affirmation de soi, mais toujours dans le respect de l'affirmation de l'autre. Être assertif, c'est vraiment se dire, oh, quelqu'un n'est pas d'accord, youpi. Je vais pouvoir bénéficier d'un autre point de vue. C'est arriver à se détacher de ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, qui fait qu'avec les schémas heuristiques que fabrique notre cerveau, c'est-à-dire des raccourcis, eh bien souvent, on va poser des questions pour confirmer des hypothèses que nous nous sommes faites, pour aller vers ce qu'on appelle un point de Lagrange, c'est un point d'équilibre entre mon idée et l'idée d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'on va changer d'idée, mais c'est cette capacité d'ouverture à entendre la vie différente, à le laisser s'exprimer. Parce qu'il peut parfois nous enrichir. Alors, la base de l'agility, alors je pars sur vraiment la méthode Scrum, hein, c'est-à-dire qui est le principe de segmentation d'un projet, avec justement des représentants à l'intérieur de l'équipe du client final, pour qui va servir soit le logiciel qu'on développe, soit le projet, etc., et qui doit toujours être présent, avec un animateur du groupe. Et le principe de segmentation, c'est qu'une équipe va prendre un segment, et va obligatoirement ne se réunir qu'avec les gens qui ont fait le segment d'avant et qui, potentiellement, feront le segment d'après. Donc, on fait très peu de réunions, une en début de journée d'un quart d'heure, une en fin de journée d'un quart d'heure. C'est le principe de tableau blanc, et avec un animateur pour qu'à chaque fois qu'on a une étape segmentée qui est finalisée, elle soit immédiatement testée par le client final. Voilà ce que c'est que l'agility, normalement. Et le Scrum, comme son nom l'indique, c'est qu'on prend pour modèle la mêlée au rugby. Je vous assure, je connais bien. Hein, pourquoi la mêlée du rugby? Parce que pour faire une mêlée, il faut des gens qui ne se ressemblent absolument pas. Il faut des gros costauds devant, qu'on appelle les piliers, comme leur nom l'indique, qui vont devoir pousser et assumer le choc. Il va y avoir un petit Rabelais au milieu, qui s'appelle le talonneur, qui va être la personne qui doit récupérer la balle. Derrière, il faut des grands assez costauds, puisque eux aussi vont servir de soutien et qui vont pouvoir permettre de continuer à pousser. Et enfin, en dernière ligne, des grands plus fins qui doivent être prêts à partir en courant. Enfin, un tout petit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va devoir récupérer la balle et pouvoir la distribuer.
Bref, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que dans un même objectif, en poussant dans le même sens, on a besoin de gens qui ne se ressemblent pas du tout, qui n'ont pas tous le même rôle, mais tout ça dans une vision commune. Donc, on va segmenter l'effort. Et c'est exactement le principe du Scrum. Est-ce que j'ai répondu à votre idée d'agilité? Donc, la méthode agile appliquée au management, je trouve ça génial, moi. Mais pour ça, il faut se dire, OK, il faut vraiment prendre le modèle dans son entier. Parce que malheureusement, si vous n'en prenez qu'un bout, très souvent, vous serez déçu en vous disant, ah mais mince, j'obtiens pas l'efficacité que je recherchais. Non, mais évidemment, je n'en récupère qu'un bout de cette efficacité. C'est pour ça que notre méthode agile, comme souvent je l'entends dire dans des entreprises, me fait toujours sourire. Oui, et une main levée. Oui, j'ai une petite question. Comment s'entraîner pour avoir la posture ou démarche ACE? Alors, s'entraîner, comme vous l'avez dit, c'est le bon mot. S'entraîner. Il n'y a que la répétition. Se dire, allez, je vais essayer plusieurs fois avant de communiquer, de me dire comment puis-je m'affirmer tout en respectant l'affirmation d'autrui. Alors, ça vient de petites choses. Déjà, il y a chez ceux qui sont en défaut d'assertivité, soit la capacité à laisser d'abord l'autre parler, qui en soi est toujours une bonne tactique, et utiliser plutôt la question, parce que qui questionne dirige. Donc, il vaut mieux questionner autrui, le laisser parler d'abord, et ensuite développer ses propres idées. Ça permet, et moi, ça me permet de créer une stratégie de communication. Ou pour d'autres qui sont en défaut d'assertivité, qui ont tendance, par exemple, à ne jamais dire non. C'est commencer à dire non. Parce que il est bon parfois de dire non. Trop souvent en entreprise, les gens ne s'en rendent pas compte que dire non est salvateur. Salvateur pour soi, salvateur pour son équipe, salvateur pour l'entreprise. Dans ce moment justement de Covid-19, où j'ai beaucoup de gens qui sont en télétravail, j'ai entre autres quelques profils comportementaux qui se mettent à travailler 12 heures par jour. Ils s'astreignent eux-mêmes, pas besoin de les pousser, ils sont dans le « il faut que », à dire oui à tout. Et souvent, je leur dis, vous ne vous rendez pas service, et puis vous ne rendez pas service à votre équipe, parce que quand demain vous allez craquer, et craquer, vous ne direz pas non, hein, vous allez juste craquer, vous mettrez en arrêt de travail, mais c'est toute votre équipe qui va souffrir, et c'est toute votre entreprise derrière qui va souffrir. Donc il faut savoir parfois dire non pour le plus grand bien de l'entreprise. Après, pour ça, il faut amener aussi des données dites de corrélation. Il ne suffit pas de dire parfois il y a trop de travail et on n'est pas assez nombreux. Si le travail est fait, il ne faut pas se faire d'illusions. S'il est fait, c'est qu'a priori, il y a le bon nombre de gens. Donc, encore une fois, savoir dire non, savoir prioriser, savoir dire ça, on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas. L'impossible est possible. Et encore une fois, combien de clients, j'ai travaillé avec des clients à qui j'avais dit non d'abord. Parce que ce n'était pas le moment, ni pour eux, ni pour moi. Et à terme, on s'est retrouvés et ça s'est très très bien passé. Donc encore une fois, le non, il faut arrêter de le voir comme quelque chose de justement de dangereux. C'est parfois quelque chose de nécessaire et ce n'est pas être impoli que de dire à quelqu'un non. Quiconque a déjà travaillé sur sa marge, c'est de quoi je parle. Vendre à perte, c'est rarement porteur. Il vaut mieux savoir dire non. Donc encore une fois, travailler, s'entraîner à l'assertivité, c'est se dire, voilà, c'est quoi mon objectif? C'est quoi mon message? Comment je m'affirme tout en étant à l'écoute des autres? Ça ne veut pas dire que je changerai d'avis, mais je les amène au moins à s'exprimer et c'est à moi d'adapter mon message, pas de m'adapter moi, de manière à me faire comprendre. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Et peut-être pour reformuler aussi par rapport à toutes les questions qu'il y a pu avoir, Guillaume, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'univers aussi RH et de la formation, c'est de voir comment ça se projette et concrètement comment ça peut se mettre peut-être en application. Hein. Je reboucle aussi avec Alexandra, notamment par rapport aux dirigeants. Comment ça peut comment tu accompagnes, ça peut se concrétiser parfois sur des sujets bien spécifiques au travers de cette méthode ACE. Alors, déjà, la méthode ACE, c'est plutôt une méthode dite de posture. Évidemment, je vais apporter d'autres outils. Souvent, déjà, des outils de questionnement ouvert pour lutter justement contre nos a priori.
Et puis aussi, là, je voyais la question qu'on me posait, les personnalités difficiles. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une personnalité difficile. Je ne sais pas ce que c'est. J'entends que parfois, il y a des gens en colère. J'essaie de savoir d'où vient leur colère. Et pour ça, je les écoute. S'ils ne me le disent pas, je vais les questionner, souvent avec du questionnement ouvert. Justement, pourquoi? Parce que c'est grâce à ce questionnement ouvert que je vais avoir de l'information. Je ne vais pas confirmer une hypothèse avec des questions fermées pour avoir des réponses oui, non. Non, je vais rester le plus ouvert possible. Et toujours sur la même base, que faites-vous? Comment le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Plus je serai dans ce questionnement ouvert, plus l'autre pourra m'apprendre sur lui, sur ses états émotionnels, sur les raisons. Et encore une fois, ça m'est arrivé, bien sûr, dans mes formations, j'ai parfois des gens qui me disent « Moi, je ne suis pas du tout content d'être là. J'avais autre chose à faire. Hein. On m'a imposé ça dans mon agenda. » Ok, très bien. On en fait quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous m'avez dit, vous êtes en colère, ça ne vous plaît pas, etc. J'ai dit, bon, ben, vous êtes inscrit à cette formation. Qu'est-ce qu'on en fait de ce moment où vous êtes rageur, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer une formation. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je m'adresse à un adulte, donc dites-moi, on en fait quoi? 9 fois sur 10, c'est la personne qui va me proposer la solution. Qui va me dire, bon, ben, je vais écouter, je vais voir si je peux en tirer un truc. Très bien, bon objectif, très sympa. Mais une personne difficile, si la personne est en colère, tant qu'elle n'aura pas exprimé sa colère, c'est même pas la peine de vouloir parler. D'autant avec certains profils comportementaux, parce que quand c'est comme ça, avec une sorte de pic, c'est pas bien grave, mais il y a des gens qui, eux, sont en colère depuis des années. Des années. D'ailleurs, ça les bouffe intérieurement. Pourquoi? Parce que c'est leurs valeurs qui sont touchées. Et là, il faut vraiment les vider. Parce que tant qu'on ne les aura pas vidés, ils seront explosifs. Et leur montrer qu'on est à l'écoute. Bien sûr qu'on est à l'écoute de leurs valeurs. Même si, parfois, je ne les partage pas. Ce n'est pas la question. C'est je les amène à exprimer leur vision du monde. Et là, d'ailleurs, on ira sur un sujet qui est légèrement différent de la méthode ACE, mais qui viendra la compléter, évidemment, qui sera l'analyse des profils comportementaux, pour faire de l'encodage large. En tout cas, de l'entraînement. Ça, c'est sûr qu'il faut se poser toujours la question du suis-je assertif, suis-je congruent, suis-je empathique. Après, je tiens quand même à vous rassurer. Hein. Moi, j'ai remarqué que les gens, ils ont bien compris que la veille, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais mettre comme cravate, hein, qu'est-ce que je vais mettre comme robe, est-ce que je vais chez le coiffeur. Donc, on a bien conscience qu'il faut être congruent, que l'image, c'est pas neutre. Après, se poser la question. Qu'est-ce que je veux affirmer? Là, à quel moment je m'affirme? Et la plupart du temps, on s'affirme dans son objectif. Mais après, se dire, oh, est-ce qu'en face de moi, ils ont le même? Souvent, l'objectif que nous défendons n'est pas le même que celui de notre auditoire. Donc, laissez notre auditoire exprimer ses propres objectifs. Mais après, je ne vais pas vous mentir. Communiquer, ça passe par de l'entraînement. Il faut s'entraîner. S'entraîner à poser des questions ouvertes, s'entraîner à l'écoute active. Parce qu'encore une fois, plus on a une idée de qui est cet autre qui est face à moi, plus on a des chances d'encoder le message pour eux. D'autres questions? Bon. J'aimerais revenir. Qui est la personne qui m'a posé la question sur les personnes difficiles? C'est Parce moi. que j'ai vu la chose écrite vite, mais je n'ai pas pu lire vraiment le bout de la question. Alors j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus que difficile. Il y a une idée de conflit dedans? Difficile dans le sens où on est devant un auditoire et il y a quelqu'un qui se met en colère ou un groupe où on a vraiment à gérer soit une ou plusieurs personnes qui se mettent en colère et qui c'est dans ce sens-là difficile en fait. C'est quelqu'un qui se calme pas et du coup c'est vrai que je vous disais, est-ce qu'il vaut mieux sur le coup tenter d'écouter, de poser des questions ou peut-être éluder parce qu'on a aussi peut-être un On a un message à timing faire à passer? tenir. Il ne Ouais. faut jamais être dupe. Nous avons un timing à tenir lors d'une présentation. Alors, tout dépend dans quel cadre.
Si vous êtes dans le cadre d'une réunion, il faut savoir dire, écoute, j'entends ce que tu dis. Et c'est intéressant, je ne veux pas surtout l'éluder et vraiment la rassurer la personne là-dessus. Mais on peut lui dire, excuse-moi, là il faut que je finisse. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on se voit après. C'est-à-dire que surtout pas faire, ça n'existe pas. Hein. On appelle ça justement gérer l'opposition, hein. C'est la stratégie des alliés, c'est-à-dire quand on a vraiment une personne contre nous qui est dans une colère et qu'on sait qu'on ne va pas y arriver, on ne va pas passer notre présentation à gérer cette colère. Donc il faut savoir par moment dire, ok, j'ai entendu le message, je le prends en compte, ne crois pas que je l'efface, tu comprendras bien que par contre mon objectif étant de parler de ce sujet et dans ce sens-là, avec cet objectif-là, je ne peux pas le gérer de suite. Soit on a le temps, et on est dans un contexte managérial classique, et auquel cas, là, le temps, il faut le prendre. Il faut le prendre de faire cette purge émotionnelle. Tant que la personne n'aura pas exprimé son désaccord, n'aura pas dit pourquoi elle est en colère, on ne pourra pas avancer. Alors, vous trouverez parfois des gens qui vont dire « Ouais, non, mais de toute façon, ça ne me plaît pas et c'est comme ça. » Pas d'argument. Donc, vous dites « Ok, pourquoi il est en colère? C'est comme ça. » Et c'est là où il faut quand même batailler. Essayer de savoir, c'est quoi? C'est des valeurs? C'est une règle qui n'est pas respectée? C'est parce que ça ne va pas assez vite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est en sachant ce qu'il y a derrière qu'on pourra d'autant mieux adapter notre message pour ce comportement-là. Mais pour ça, encore une fois, je vous conseille de vous pencher sur les analyses comportementales qui viendront compléter cette méthode ACE. Merci en tout cas. Merci. Ça va, je vous ai bien répondu? Est-ce que c'est assez clair? Ouais. Merci. Bon, mais merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, hein, avec le plaisir de revoir des têtes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et puis à bientôt.